J'ai signé les papiers un mardi après-midi de mars. Le cabinet de l'avocat sentait le vieux café froid et l'eau de Cologne hors de prix. Mon ex-femme, Céline, était assise en face de moi, portant une robe qui coûtait probablement plus cher que mon salaire mensuel entier. Son avocat, un certain maître Delorme aux cheveux argentés et à la montre capable de nourrir une famille pendant des semaines, continuait de faire glisser des documents vers moi avec cet air suffisant. Elle a obtenu la maison, ce pavillon que nous louions depuis 6 ans, le propriétaire a accepté de transférer le bail à son nom. Elle a gardé la voiture la plus récente, la Peugeot 3008 que nous avions achetée ensemble il y a 3 ans. J'ai hérité de la vieille Renault Clio, affichant 280 000 km au compteur, qui démarrait à peine les matins d'hiver. Elle a récupéré la moitié du peu que nous avions sur notre livret à commun. J'ai pu garder mon compte personnel, qui contenait environ 700 €. Mais ce n'était pas le pire. Le pire, c'était de la voir sourire. Ce sourire cruel et victorieux quand maître Delorme m'a tendu la dernière page. Elle s'est penchée vers moi et je n'oublierai jamais ce qu'elle a dit, « Tu sais ce qui est drôle ? J'ai presque de la peine pour toi. Tu vas finir fauché et oublié de tous. Personne ne se souviendra que tu as existé. Tu as toujours été trop faible pour faire quelque chose de ta vie. Trop moyen. Trop ennuyeux. Je te rends service en partant maintenant avant de gâcher d'autres belles années avec toi. » Je n'ai pas répondu. J'ai juste signé là où on me disait de signer. Son avocat a semblé mal à l'aise pendant une demi-seconde, puis s'est replongé dans sa paperasse. Je suis sorti de ce bureau avec une chemise remplie de documents prouvant que j'avais perdu presque tout en moins d'1 heure. 3 mois plus tard, je chargeais des cartons sur des palettes dans un entrepôt de la zone industrielle, à la périphérie de la ville. Équipe de nuit, payée au SMIC. Le genre de boulot où personne n'apprend votre prénom parce que le roulement est trop important. J'arrivais à 23 heures, je pointais, je passais 8 heures à déplacer du stock, puis je dépointais à 7 heures du matin. J'avais constamment mal au dos. Mes mains étaient rugueuses, coupées par les bords des cartons et les sangles en plastique. Je louais une chambre chez l'habitant dans la maison d'une dame âgée nommée Madame Vernier. 300 € par mois. Salle de bain partagée. Pas d'accès à la cuisine sauf un mini-frigo dans ma chambre et un micro-ondes que j'avais acheté chez Emmaüs. La pièce était à peine assez grande pour un lit simple et un petit bureau trouvé sur le trottoir le jour des encombrants. Mais c'était chez moi. C'était propre et personne ne pouvait me l'enlever. Les gars avec qui je travaillais étaient assez corrects. Personne ne posait de questions. On se faisait un signe de tête, on faisait notre boulot et on rentrait. Parfois, quelques-uns allaient prendre un café croissant au bar tabac du coin après le service. J'y suis allé 1 ou 2 fois, mais la plupart du temps, je voulais juste dormir. Je n'ai parlé du divorce à personne. Je n'en voyais pas l'intérêt. Qu'est-ce que j'allais dire ? Que ma femme de 7 ans avait décidé que je ne valais plus la peine ? Qu'elle avait rencontré quelqu'un d'autre, un directeur commercial dans l'agence de marketing où elle travaillait, et qu'elle s'était dit qu'elle pouvait trouver mieux. Qu'elle s'était assurée de tout prendre en partant ? Le truc, c'est que je n'étais même plus en colère. J'étais juste fatigué. Fatigué d'y penser. Fatigué de me rappeler comment elle me regardait avant, comme si je comptais, avant qu'elle ne commence à me regarder comme un meuble. Fatigué de me demander ce que j'aurais pu faire différemment. Alors, je travaillais. Je chargeais des cartons. J'empilais des palettes. Je rentrais dans ma Clio à l'agonie et je dormais dans ma chambre louée. Je mangeais pas cher. Je restais silencieux. Je faisais profil bas. C'était ça, mon existence. Du lundi au vendredi, parfois le samedi s'ils avaient besoin de bras supplémentaires. L'entrepôt était immense. Un de ces centres de distribution logistique pour une chaîne de grande distribution. Des néons qui grésillaient toute la nuit. Des sols en béton qui faisaient mal aux pieds. Le bip constant des chariots élévateurs et le bruit de raclement des palettes qu'on déplace. Mon chef d'équipe était un type nommé Gérard. La cinquantaine, un peu de ventre, un froncement de sourcils permanent. Il se fichait de tout sauf de s'assurer que les camions soient chargés à l'heure. Tant que tu faisais ton boulot, il te fichait la paix. J'appréciais ça. Je n'avais pas besoin de discours de motivation ou de bêtises de team building. J'avais besoin d'un salaire. C'était un jeudi soir, environ 3 mois après l'officialisation du divorce. J'étais au fond de l'entrepôt en train d'organiser une cargaison d'appareils électroménagers. Mon service était presque terminé.
Je me demandais si j'avais assez d'énergie pour m'arrêter à l'épicerie prendre du lait ou si j'allais encore sauter le petit déjeuner. C'est là que j'ai entendu quelqu'un m'appeler. Pas juste mon prénom, mon nom complet. De la façon dont quelqu'un le dirait s'il me connaissait vraiment, s'il se souvenait de moi d'avant que tout s'écroule. Je me suis retourné, confus. L'homme qui marchait vers moi dénotait complètement dans ce décor. Il portait un pantalon de costume sombre et une chemise bien repassée. Pas de cravate, mais beaucoup trop formel pour un entrepôt à 6 heures du matin. Il avait à peu près mon âge, peut-être un peu plus vieux, cheveux bruns, commençant à grisonner aux tempes. Il me semblait familier, mais je ne pouvais pas le remettre immédiatement. Il s'est arrêté à quelques mètres de moi, les mains dans les poches, et a souri. Pas un sourire suffisant, pas un sourire de pitié, juste un sourire sincère et légèrement fatigué. Ça m'a pris 3 semaines pour te retrouver, a-t-il dit. Tu n'es pas facile à trouver quand tu ne veux pas l'être. J'ai posé le carton que je tenais. Mon cerveau essayait de comprendre. Qui était-ce? Comment me connaissait-il? Puis ça a fait tilt. La voix, sa façon de se tenir, la cicatrice au-dessus de son sourcil gauche datant de la fois où on avait essayé de déplacer une baie de serveur et où il s'était cogné la tête contre un cadre de porte. Lucas, ai-je dit. Il a hoché la tête. Ouais, ça fait un bail. Lucas Girard, mon associé d'une autre vie. À l'époque où j'avais 25 ans et que j'étais assez stupide pour penser que je pouvais construire quelque chose d'important. À l'époque où on passait des journées de 16 heures à écrire du code dans un appartement exigu, vivant de nouilles instantanées et d'ambition. Avant que je n'abandonne tout ça pour prendre un travail normal, une vie normale et une femme qui a fini par décider que la normalité ne suffisait pas, qu'est-ce que tu fais là, ai-je demandé. Ma voix sonnait bizarrement. Je n'avais pas eu de conversation de plus de 2 phrases depuis des semaines. Lucas a jeté un coup d'œil autour de l'entrepôt, puis m'a regardé. Il faut qu'on parle. Tu as le temps pour un café après ton service? J'ai hésité. Je n'avais aucune idée de ce qu'il pouvait vouloir après 15 ans de silence. Mais quelque chose dans son expression me disait que ce n'était pas une visite de courtoisie. C'était autre chose. Quelque chose qui l'avait poussé à me traquer jusqu'à un entrepôt au milieu de nulle part à l'aube. Ouais, ai-je fini par dire. Je débauche dans 1 heure. Il a hoché la tête. Il y a une brasserie à 2 rues d'ici. Je t'attendrai là-bas. Puis il s'est retourné et a marché vers la sortie, me laissant là avec une palette à moitié chargée et plus de questions que je n'en avais eu depuis des mois. Gérard est arrivé au coin de l'allée, son porte-bloc à la main, me regardant en fronçant les sourcils. Tu prends une pause ou quoi? Non, ai-je dit en ramassant un autre carton. Je finis juste. Mais mes mains tremblaient. Et pour la première fois en 3 mois, je ressentais autre chose que de l'épuisement. Je me sentais éveillé. La brasserie était l'un de ces endroits qui ressemblent à la même chose à 6 heures du matin qu'à 18 heures, banquette en sky usé, carrelage à damier, comptoir en zinc, le genre d'endroit où le café est mauvais, mais personne ne se plaint parce qu'au moins il est chaud. Lucas était assis dans une banquette au fond quand je suis entré. Il avait déjà commandé 2 cafés. Je me suis glissé sur le siège en face de lui, toujours dans ma tenue de l'entrepôt, sentant le carton et la sueur. Il n'avait pas l'air de s'en soucier. Tu as changé, a-t-il dit. Ouais, 15 ans, ça laisse des traces. Il a souri un peu. Tu vois ce que je veux dire. Tu as l'air d'avoir traversé des épreuves. J'ai pris le café. Il était amer et brûlé. Exactement ce à quoi je m'attendais. Pourquoi es-tu là, Lucas? Comment m'as-tu trouvé? J'ai engagé quelqu'un. Un détective privé. Ça m'a coûté environ 2000 €, mais ça valait le coup. Il a sorti une chemise cartonnée de sa sacoche posée à côté de lui et l'a mise sur la table entre nous. Je dois te montrer quelque chose et j'ai besoin que tu écoutes vraiment avant de décider que j'ai perdu la tête. J'ai fixé la chemise. D'accord. Tu te souviens du logiciel? Le projet qu'on construisait en 2009. J'ai failli rire. Le système de gestion des stocks? Lucas, c'était il y a une éternité. On ne l'a même jamais lancé correctement. Toute la boîte a coulé après 6 mois. Je sais que tu es parti. Tu as pris ce job au support technique. Tu te souviens? Tu disais que tu avais besoin de quelque chose de stable, quelque chose qui payait vraiment les factures. Je m'en souvenais. J'avais 26 ans, j'étais en burn-out,
fauché et convaincu d'avoir gâché une année de ma vie à poursuivre un rêve qui ne marcherait jamais. Lucas avait été contrarié quand je suis parti, mais nous nous étions quittés en bons termes. On s'est juste perdu de vue après ça. La vie a pris le dessus. Je ne t'ai jamais reproché d'être parti, a continué Lucas. Mais je n'ai pas pu lâcher l'affaire. J'ai continué à travailler dessus. Je l'ai affiné. J'ai trouvé quelques investisseurs qui croyaient en ce qu'on avait commencé. Un petit financement, rien de fou, mais assez pour continuer. C'est super, mec. Sincèrement. Mais qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Lucas a ouvert le dossier. À l'intérieur se trouvaient des documents juridiques, des pages de texte denses avec des sections surlignées. Il l'a tourné pour que je puisse voir. Quand on a créé la société, on a déposé les statuts. Tu possèdes 40%. Je possède 40%. On avait un troisième associé. Tu te souviens de ce type, Bernard, qui nous a fourni le financement initial? Il avait 20%. Je me souvenais vaguement de Bernard, un homme plus âgé qui avait un peu d'argent qu'il était prêt à risquer sur deux gamins avec de grandes idées. Je n'avais pas pensé à lui depuis des années. D'accord, ai-je dit lentement. Mais je suis parti. J'ai tout laissé tomber. Je pensais que c'était fini. Tu n'as rien signé pour céder tes parts. Tu as juste arrêté de venir. Et je ne t'ai jamais demandé de signer quoi que ce soit parce que je me disais que peut-être un jour tu reviendrais, ou peut-être que j'aurais besoin de te trouver. Alors, j'ai mis tes 40% de côté, je les ai protégés, gardés séparés de tout le reste. J'ai reposé ma tasse de café. Pourquoi t'as fait ça? Parce qu'on l'a construit ensemble. Les fondations, le code source, toute la structure. C'était nous, à bosser 16 heures par jour dans cet appart sans clim. Tu as mérité ces 40%. Ce n'est pas parce que tu es parti que tu as arrêté de les mériter. Ma tête tournait. Ça n'avait aucun sens. Les gens ne font pas ce genre de choses, surtout pas dans les affaires. Lucas, j'apprécie le geste, mais je ne comprends pas ce que tu me dis. Tu as vendu la boîte ou un truc du genre? Tu essaies de me donner une sorte de dividende? Il s'est adossé à la banquette, et pour la première fois, j'ai vu à quel point il avait l'air fatigué, le poids qu'il portait. Le mois dernier, une société appelée Landry System a fait une offre pour nous racheter. Ils sont énormes. Logiciels d'entreprise, contrats gouvernementaux, tout le tralala. Ils voulaient notre plateforme de gestion de stock parce qu'elle s'intègre à des systèmes que personne d'autre ne peut toucher. Ça a pris 2 ans de négociations, mais il y a 3 semaines, l'accord a été conclu. J'ai senti un froid s'installer dans mon estomac. Combien? 11,7 millions d'euros. La brasserie m'a soudain semblé très petite et très bruyante. Quelqu'un a fait tomber une assiette en cuisine. Un camion est passé dehors. Le néon au-dessus de notre banquette grésillait. Tes 40%, a dit Lucas doucement, après impôts et frais juridiques, ça revient à environ 4,5 millions d'euros. Je ne pouvais pas parler. Je ne pouvais littéralement pas former de mots. Je suis resté assis là à le regarder, attendant qu'il éclate de rire et me dise que c'était une sorte de blague élaborée. Il n'a pas ri. Il a juste poussé le dossier plus près de moi. Tout est là. Les documents de portage des titres, l'accord d'acquisition. Tes informations bancaires sont obsolètes, évidemment, mais on devra mettre ça à jour. Il y a une avocate qui attend pour te parler. Elle s'appelle Maître Claire Vasseur. Elle est douée. Elle t'expliquera tout. Ce n'est pas possible, ai-je finalement réussi à dire. Je charge des cartons dans un entrepôt pour le SMIC. Je vis dans une chambre louée. Je viens de traverser un divorce qui m'a tout pris, et tu me dis que je suis millionnaire? Oui. Pourquoi tu ne m'as pas trouvé plus tôt? Pourquoi attendre jusqu'à maintenant? Lucas a baissé les yeux vers son café. J'ai essayé. Il y a environ 5 ans, j'ai engagé quelqu'un pour te retrouver. Ils t'ont trouvé à 2 départements d'ici. Marié, avec un job normal. Tu avais l'air heureux, ou au moins stable. Je ne voulais pas perturber ça. Je me suis dit que j'attendrais d'avoir quelque chose de concret à t'annoncer. Tes parts étaient en sécurité. Je pouvais te laisser vivre ta vie. Et maintenant, le deal est fait. L'argent est là. Et quand j'ai essayé de te contacter à ton ancienne adresse, j'ai découvert que tu avais déménagé. Pas de suivi de courrier,
pas de numéro de téléphone. Alors j'ai creusé plus profond et j'ai appris pour le divorce. J'ai appris que tu étais ici et j'ai décidé que j'avais assez attendu. J'ai pris l'un des documents. Mon nom était dessus. Un langage juridique que je comprenais à peine, des chiffres qui ne semblaient connectés à rien dans mon existence actuelle. Et mon ex-femme, ai-je demandé. La question est sortie avant que je puisse l'arrêter. Est-ce qu'elle peut réclamer une partie de ça? Lucas a secoué la tête. J'ai déjà vérifié avec Maître Vasseur. La structure de détention des parts a été établie bien avant ton mariage. Et d'après les papiers du divorce qu'elle a pu consulter, ton ex-femme a signé des documents renonçant à tout droit sur tes intérêts commerciaux antérieurs. Son avocat pensait probablement que c'était une clause standard. Il n'a pas réalisé qu'il y avait quelque chose de valeur attachée à ça. J'ai failli rire. Presque. Elle avait été tellement concentrée sur la maison, la voiture, le livret A. Son avocat hors de prix avait raté la seule chose qui comptait vraiment. Donc elle n'a rien. Exact. C'est à toi. Net d'impôts et sans attache. Je suis resté assis là un long moment à tenir ce bout de papier, essayant d'assimiler ce qu'on me disait. Il y a 3 mois, j'étais assis dans le bureau d'un avocat pendant que mon ex-femme me disait que je mourrais fauché et oublié. Et maintenant ça. Je ne sais pas quoi dire, ai-je admis. Lucas a souri. Tu n'as rien à dire. Mais ne retourne pas à cet entrepôt ce soir. Viens avec moi. On va voir clair. Commence à réfléchir à ce que tu veux faire de ta vie maintenant que tu as vraiment le choix. J'ai regardé mes mains. Elles étaient abîmées, coupées. Les mains de quelqu'un qui faisait du travail manuel depuis des mois. Dans quelques heures, j'étais censé retourner dans ma chambre louée, dormir quelques heures, puis me réveiller et recommencer. Mais Lucas était assis en face de moi avec un dossier plein de documents qui disaient que je n'aurais plus jamais à faire ça. D'accord, ai-je dit. Allons voir ton avocate. Maître Claire Vasseur avait un cabinet dans un immeuble moderne du centre-ville. Pas accent grave-l'œil, mais professionnel. Le genre d'endroit qui vous disait qu'elle avait réussi sans avoir besoin de vous intimider avec. Elle avait peut-être 50 ans, des yeux vifs derrière des lunettes modernes et une poignée de main ferme sans être agressive. J'avais hâte de vous rencontrer, a-t-elle dit alors que nous nous asseyions dans sa salle de conférence. Lucas nous avait conduits directement là-bas depuis la brasserie. J'étais toujours dans mes vêtements d'entrepôt, me sentant complètement déplacé, entouré de meubles en acajou et de diplômes encadrés. Elle a tout étalé. Les statuts originaux de 2009, la convention de portage que Lucas avait établie en 2011, l'accord d'acquisition d'il y a 3 semaines, les relevés bancaires montrant où l'argent se trouvait actuellement, sur un compte séquestre, attendant que je le réclame. C'est légal, ai-je demandé pour la 5e fois probablement. Tout à fait. J'ai vérifié chaque document personnellement. L'administration fiscale a été notifiée. Les prélèvements sociaux et impôts sont gérés. Une fois que vous aurez fourni vos nouvelles coordonnées bancaires et signé l'autorisation de transfert, les fonds seront sur votre compte sous 3 jours ouvrables. J'ai regardé Lucas. Il était assis tranquillement, laissant Claire faire son travail. Il savait déjà tout ça. Il avait vécu avec ce savoir pendant des semaines, peut-être des mois, pendant que je chargeais des palettes et mangeais des sandwichs triangles. Pourquoi tu as vraiment fait ça, lui ai-je demandé. Tu aurais pu déclarer mes parts abandonnées. Tu aurais pu restructurer la société. Tu aurais pu faire une douzaine de choses qui t'auraient donné ma part. Lucas est resté silencieux un moment. Puis il a dit, mon père a travaillé pour la même usine pendant 30 ans. Quand ils ont dégraissé, ils lui ont donné 2 semaines de préavis et une poignée de main. Pas de prime, rien, juste dehors. Il est mort 5 ans plus tard, amer et fauché. J'ai vu ce que ça lui a fait, ce que ça a fait à notre famille. Il s'est penché en avant. Quand on a lancé cette boîte, on était partenaires, de vrais partenaires. Tu as mis les mêmes heures que moi. Tu as écrit la moitié de ce code. Le fait que tu sois parti parce que tu avais besoin de stabilité n'efface pas ce que tu as contribué. Je n'allais pas devenir le genre de personne qui prétend que la loyauté ne compte que quand ça l'arrange. J'ai senti quelque chose se serrer dans ma poitrine. J'avais passé 3 mois à croire que tout le monde se fichait de savoir si je vivais ou mourais. Et voilà Lucas qui me disait qu'il avait passé 15 ans à protéger quelque chose dont j'ignorais même l'existence. Claire a fait glisser une pile de documents sur la table. Ce sont les formulaires de transfert.
Prenez votre temps. Lisez tout. Posez des questions. C'est votre argent et vous devez être à l'aise avec chaque étape. J'ai passé les 2 heures suivantes à parcourir chaque page. Claire m'expliquait les choses dans un langage clair. Lucas répondait aux questions sur l'entreprise, l'acquisition, ce qui s'était passé après mon départ. C'était surréaliste d'être assis dans ce bureau, d'apprendre tout ce chapitre de mon existence que j'avais raté. Finalement, j'ai signé tout ce qu'il fallait signer. Et maintenant ? Ai-je demandé. Maintenant, vous attendez 3 jours, a dit Claire. Et ensuite, vous décidez de la vie que vous voulez construire. Lucas m'a ramené à ma chambre louée. Nous n'avons pas beaucoup parlé pendant le trajet. Qu'y avait-il à dire ? Mon monde entier avait basculé en l'espace d'une matinée. Quand il m'a déposé, il a dit « Appelle-moi si tu as besoin de quoi que ce soit. Des conseils, des références, peu importe. Tu n'es pas obligé de gérer ça tout seul. » J'ai hoché la tête. Merci pour tout, de t'être souvenu de moi. Tu n'as jamais été oublié, a-t-il dit simplement. Puis il est parti. Je suis entré dans cette minuscule chambre et je me suis assis sur le bord de mon lit. Le mini-frigo bourdonnait dans le coin. À travers les murs fins, j'entendais Madame Vernier regarder ses émissions du matin. Tout était exactement pareil qu'au moment où j'étais parti pour mon service 12 heures plus tôt. Sauf que plus rien n'était pareil. Je n'ai pas démissionné de l'entrepôt immédiatement. Ça peut sembler fou, mais j'avais besoin de temps pour réfléchir, pour planifier. J'avais passé 3 mois à apprendre ce que ça faisait de ne rien avoir. Je n'allais pas me précipiter vers le tout avoir sans être intelligent à ce sujet. Je me suis porté pâle pendant 3 jours, le temps que le virement arrive. Quand l'argent a finalement touché mon compte, je suis resté assis dans ma chambre à fixer l'écran de mon téléphone, ces chiffres qui ne semblaient rattachés à rien de reconnaissable, 4 700 000 € et des poussières. J'ai ouvert un nouveau compte courant dans une autre banque, j'y ai transféré 50 000 € pour les dépenses immédiates, et j'ai laissé le reste sur des comptes à terme et des assurances-vie en attendant de parler à un gestionnaire de patrimoine. Je n'allais pas faire n'importe quoi. J'avais vu trop d'histoires de gagnants du loto ruinés en 5 ans. Le 4e jour, je suis retourné à l'entrepôt. Gérard a eu l'air surpris de me voir. « Je croyais que t'avais laissé tomber », a-t-il dit. « J'avais juste besoin de quelques jours. Je suis là. J'ai travaillé 2 semaines de plus, des services complets, j'ai chargé des cartons, empilé des palettes, gardé la tête basse. Certains gars m'ont demandé si j'allais mieux. J'ai dit oui. Personne n'a insisté pour avoir des détails. Pendant ces 2 semaines, j'ai fait ma planification. J'ai rencontré un conseiller financier recommandé par Claire. J'ai mis en place des investissements, parlé à un fiscaliste, je me suis assuré que chaque euro était comptabilisé et protégé. J'ai acheté une maison. Rien de tape à accent grave l'œil. Un pavillon de 3 chambres, 2 salles de bain, dans un quartier tranquille avec de bonnes écoles, même si je n'avais pas d'enfants. Le genre d'endroit qui semblait solide, permanent. À moi. J'ai payé comptant, sans condition suspensive de prêt. L'agent immobilier avait l'air confus, mais n'a pas discuté. J'ai acheté une voiture. Un Toyota Land Cruiser d'occasion, 7 ans, bien entretenu, 50 000 bornes, fiable, le genre de véhicule qui tiendrait encore une décennie sans faire d'histoire. Payé par virement immédiat aussi. J'ai mis en place des prélèvements automatiques pour l'électricité, les assurances, tout. Je me suis assuré d'avoir toujours 6 mois de dépenses d'avance sur mon compte courant. J'ai placé une partie pour la retraite. J'ai investi le reste de manière conservatrice. Je n'essayais pas de devenir plus riche. J'essayais de rester stable. Et j'ai commencé à penser à ce que je voulais vraiment faire de ma vie maintenant que la survie n'était plus le seul objectif. Lors de mon dernier jour à l'entrepôt, Gérard m'a pris à part pendant la pause. « Tu donnes ta démission ? » ?»« Ouais. Mes 2 semaines de préavis finissent demain. J'apprécie le boulot, mais j'ai trouvé autre chose. » Il a hoché la tête, n'a pas posé de questions, a juste dit « Tu étais fiable. » Ça compte. J'ai fini mon service, j'ai pointé pour la dernière fois, j'ai marché vers mon 4x4 sur le parking alors que le soleil se levait. Je suis resté assis là 1 minute à regarder l'entrepôt, pensant à ces 3 mois. Je ne les regrettais pas. Il m'avait appris quelque chose d'important. Il m'avait montré que je pouvais survivre, que je pouvais tout perdre et me relever le lendemain.
Ça valait le coup de le savoir. Mais j'avais fini de survivre. Il était temps de vivre vraiment. J'ai conduit jusqu'à ma nouvelle maison. Elle était vide à part un matelas que j'avais acheté et un matelas gonflable. J'avais déménagé mes affaires petit à petit de chez Madame Vernier au cours de la semaine passée. Elle avait été heureuse pour moi quand je lui ai dit que j'avais trouvé un meilleur travail et que je déménageais. Je lui ai donné 200 € de plus en partant. Elle a essayé de refuser. J'ai insisté. Je me suis tenu dans le salon de ma maison à la lumière du petit matin et j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. La paix. Une paix véritable. Mon téléphone a vibré. Un texto de Lucas, comment est la nouvelle maison? J'ai souri et j'ai répondu, calme, dans le bon sens du terme. 3 petits points sont apparus, puis, bien. Tu l'as mérité. Ne laisse personne te dire le contraire. J'ai regardé la pièce vide, j'ai pensé à mon ex-femme, où qu'elle soit, pensant probablement toujours qu'elle avait gagné. Pensant toujours que j'allais mourir fauché et oublié. Elle n'en avait aucune idée. Et pour l'instant, ça m'allait parfaitement que ça reste comme ça. J'ai passé le premier mois dans ma nouvelle maison à simplement exister. Pas de drame, pas de grand projet. Je me réveillais quand je voulais, je faisais du café dans ma propre cuisine, je m'asseyais sur ma terrasse et je regardais les voisins promener leurs chiens. C'était ennuyeux de la meilleure façon possible, mais je n'étais pas fait pour ne rien faire éternellement. À la 6e semaine, je commençais à m'agiter. L'argent était en sécurité. La maison était meublée. La voiture roulait bien. J'avais tout ce dont j'avais besoin, mais je n'avais rien qui me tenait à cœur. C'est là que je me suis souvenu de quelque chose que Lucas avait dit lors d'une de nos sessions de codage tardive en 2009. On parlait de ce qu'on ferait si on réussissait un jour. Il avait dit qu'il voulait acheter une maison à ses parents. J'avais dit que je voulais aider des gamins qui ne pouvaient pas se payer des études supérieures. J'avais 25 ans et j'étais fauché quand j'ai dit ça. Juste des mots. Une belle idée qui faisait du bien à dire à voix haute. Maintenant, j'avais 39 ans et j'avais les moyens de le faire vraiment. J'ai appelé Claire, je lui ai demandé comment créer un fonds de bourse d'études. Elle m'a mis en contact avec quelqu'un spécialisé dans les fondations caritatives. En 3 semaines, j'avais tout structuré correctement, un fonds spécifiquement pour les étudiants issus de familles à faible revenu qui voulaient étudier l'informatique ou le génie logiciel. Pas un fonds énorme, mais assez pour couvrir les frais de scolarité et de vie complets pour 5 étudiants par an. Je l'ai nommé le « Fonds d'éducation Girard Mercier ». Le nom de famille de Lucas est le mien. Quand je lui ai dit, il m'a traité d'idiot pour avoir inclus son nom. Puis il a fait un don de 50 000 €. Il a dit que si je devais faire dans le sentimental, autant qu'il participe. Les premières candidatures sont arrivées 2 mois plus tard. Les lire faisait mal. Ces gamins, c'était moi il y a 15 ans. Intelligents, ambitieux et complètement bloqués parce que leur famille ne pouvait pas suivre financièrement. J'ai sélectionné 5 bénéficiaires. J'ai envoyé les lettres d'acceptation personnellement. L'un d'eux, un gamin nommé Yanis qui venait d'une cité difficile, m'a appelé en pleurant quand il a reçu la lettre. Il m'a dit qu'il cumulait 2 boulots pour économiser pour un BTS. Il a dit qu'il ne pensait pas que quelqu'un comme lui pourrait un jour aller en école d'ingénieur. Je lui ai dit qu'il l'avait mérité, que quelqu'un m'avait donné ma chance une fois, et que maintenant je renvoyais l'ascenseur. Ça faisait plus de bien que n'importe quelle voiture de luxe ou vacances de rêve. J'ai aussi commencé à faire du consulting. La société de Lucas, maintenant propriété de Landry Systems, avait besoin d'aide pour intégrer le logiciel dans leur infrastructure plus large. Ils m'ont proposé un contrat, travail à distance, horaire flexible, salaire décent en plus de tout le reste. J'ai accepté parce que le code me manquait, résoudre des problèmes me manquait, me sentir utile me manquait. Je n'essayais pas de monter une autre boîte. Je voulais juste travailler sur des choses qui comptaient sans la pression de la survie pesant sur chaque décision. La vie a pris un rythme. Je travaillais le matin, généralement depuis mon bureau à la maison ou dans un café en ville. L'après-midi, je faisais des courses, je bricolais dans la maison, je rencontrais le coordinateur de la fondation. Le soir, je cuisinais, je lisais, je regardais ce que je voulais à la télé. Le week-end, j'allais dans les magasins de bricolage, j'achetais du matériel pour des petits projets dans la maison. C'était calme, simple, exactement ce dont j'avais besoin. Puis, environ 4 mois après le transfert de l'argent, je suis tombé sur Elodie.
J'étais chez le roi Merlin en train de regarder des forêts quand j'ai entendu quelqu'un dire mon nom. Je me suis retourné et elle était là, la sœur cadette de mon ex-femme. Elle avait l'air surprise de me voir, mais pas mécontente. « Salut », a-t-elle dit. « Je t'ai presque pas reconnu. Ta bonne mine. »« Merci. Comment tu vas ? » ?»« Bien. »« Occupé. »« Tu sais ce que c'est. » Elle a jeté un coup d'œil à mon chariot. « Tu fais des travaux. »« Juste quelques projets, pour m'occuper. » Il y a eu un silence gêné. Élodie avait toujours été correcte avec moi pendant le mariage. Elle n'avait jamais pris parti pendant le divorce, ce que j'appréciais, mais je savais qu'elle parlait régulièrement à sa sœur. N'importe quelle info que je lui donnerais finirait par remonter. « J'ai entendu dire que tu avais déménagé », a-t-elle dit prudemment. « Tu t'en sors ? Je veux dire, après tout ça. Je vais bien. Mieux que bien, en fait. Les choses se sont arrangées. » Elle avait l'air de vouloir en demander plus, mais quelque chose dans mon ton a dû lui dire de ne pas insister. « C'est bien. Je suis contente. Tu mérites de bonnes choses. J'apprécie. » Un autre silence. Puis elle a dit, « Si jamais tu veux prendre un café ou autre, juste pour discuter, fais-moi signe. Je sais que c'est bizarre, mais tu as été de la famille pendant longtemps. Ça ne disparaît pas comme ça. Je garderai ça en tête, » ai-je dit, même si nous savions tous les deux que je ne le ferais pas. Elle a hoché la tête, m'a fait un petit sourire et s'est éloignée. Je l'ai regardé partir, puis je me suis remis à regarder mes forêts. Cette interaction m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir. La nouvelle n'avait pas encore fuité. Mon ex-femme ne savait rien pour l'argent, ne savait pas où j'habitais, ne savait rien du tout, et je voulais que ça reste ainsi le plus longtemps possible. J'ai acheté mes forêts, je les ai chargées dans mon 4x4 et je suis rentré. En chemin, je me suis arrêté dans un supermarché où je n'allais pas d'habitude. Je prenais quelques trucs pour le dîner quand j'ai vu quelqu'un qui me semblait familier. Une des amies de mon ex-femme, de l'époque de son club de lecture. La femme m'a jeté un coup d'œil, a écarquillé les yeux, puis a rapidement détourné le regard et s'est précipitée dans une autre allée. Intéressant. Ça voulait dire qu'elle m'avait reconnu mais ne voulait pas me parler, probablement parce qu'elle se sentait mal à l'aise vis-à-vis du divorce. Tant mieux. Je ne voulais pas parler non plus. J'ai fini mes courses et je suis parti. Je suis rentré. J'ai rangé les courses. J'ai fait à dîner. J'ai mangé en lisant un livre sur la gestion d'infrastructures. Je me suis couché à une heure raisonnable. Normal, ennuyeux, parfait. Une semaine plus tard, j'ai reçu un email d'un des boursiers. Yanis, le gamin qui m'avait appelé en pleurant. Il m'a envoyé une photo de sa chambre en cité universitaire, souriant comme s'il avait gagné au loto. Il disait que ses cours étaient durs mais incroyables. Il disait qu'il n'arrivait pas à croire que c'était sa vraie vie maintenant. J'ai fixé cette photo pendant un long moment, pensant à quel point j'étais passé près de ne jamais avoir les ressources pour faire ça. Si Lucas avait été un autre genre de personne, s'il avait décidé que la loyauté ne comptait pas, je serais encore en train de charger des cartons et de manger des nouilles instantanées. Mais il ne l'avait pas fait, et je n'en étais plus là. J'ai tapé une réponse courte, disant à Yanis de continuer à travailler dur, que j'étais fier de lui, et de me contacter s'il avait besoin de quoi que ce soit. Puis j'ai fermé mon ordinateur portable et je suis sorti sur ma terrasse arrière. C'était le début de soirée, ce moment où la lumière devient douce et où tout semble suspendu entre le jour et la nuit. Je me suis assis dans l'un des fauteuils de jardin que j'avais acheté, j'ai bu un peu d'eau et j'ai juste existé. Pas de stress, pas de colère, pas d'amertume sur ce que j'avais perdu ou qui me l'avait pris. Juste la paix. Mon téléphone a vibré. Un texto de Lucas. Landry veut t'engager pour un autre projet. Plus grande envergure. Ça t'intéresse ? J'y ai réfléchi environ 10 secondes, puis j'ai répondu, bien sûr, envoie-moi les détails. Parce que je ne me cachais pas. Je ne fuyais pas. Je vivais juste ma vie selon mes propres termes, construisant des choses qui comptaient, et dans les gens quand je le pouvais. Et si mon ex-femme finissait par découvrir tout ça, si elle réalisait ce qu'elle avait laissé derrière elle, si elle essayait de revenir avec des excuses et des justifications, eh bien, ce serait une conversation que je gérerais le moment venu. Mais ça n'allait rien changer. Le passé était fini. J'avais tourné la page et, honnêtement, je n'avais jamais été aussi heureux. L'article est sorti un mercredi matin d'octobre.
Un site d'actualité tech régional faisait un dossier sur les acquisitions logicielles réussies dans la région. La société de Lucas était en vedette et, enterrée dans le 3e paragraphe, se trouvaient les noms des fondateurs originaux. Lucas m'a appelé vers midi. Salut, il y a cet article qui vient de sortir. Il nous mentionne par notre nom. Je voulais juste te prévenir au cas où quelqu'un te contacterait. Merci, ai-je dit. J'ai affiché l'article sur mon ordinateur. C'était là. Mon nom complet listé comme fondateur aux côtés de Lucas et Bernard. L'article parlait de l'acquisition, de l'innovation de la plateforme, de la façon dont elle était maintenant utilisée par de grandes entreprises. Il ne mentionnait pas de montant en dollars ou en euros, mais quiconque avec des compétences de recherche basiques pouvait probablement déduire la fourchette générale. J'ai fermé mon ordinateur et je me suis remis au travail. Je n'y ai pas prêté plus d'attention que ça. Le premier message est arrivé 2 jours plus tard. Numéro inconnu. Salut, c'est bizarre, mais quelqu'un m'a envoyé un article et je crois qu'il parle de toi. C'est le même truc de logiciel sur lequel tu bossais? C'est incroyable. Content pour toi. Je n'ai pas reconnu le numéro. Supprimé. Puis un autre, j'ai vu un truc sur un rachat tech. C'était toi. Félicitations. Puis un troisième de quelqu'un prétendant être un ancien collègue du support technique où j'avais bossé il y a des années. Mec, t'as touché le pactole avec cette start-up? Bien joué. Je les ai tous bloqués. Le samedi, mon ex-femme a commencé à appeler. Pas depuis son numéro. Depuis un numéro que je ne connaissais pas, mais je connaissais sa voix de messagerie. Ce ton faussement doux qu'elle utilisait quand elle voulait quelque chose. Salut, c'est moi. Je sais que c'est inattendu, mais je pensais à toi. J'aimerais beaucoup qu'on prenne des nouvelles. Rappelle-moi. J'ai effacé le message. Elle a rappelé 1 heure plus tard. Puis encore dans la soirée. Des numéros différents à chaque fois. J'ai bloqué chacun d'eux. Dimanche matin, elle s'est pointée chez moi. Je buvais mon café sur ma terrasse avant quand sa voiture est entrée dans mon allée. La Peugeot 3008, celle qu'elle avait prise lors du divorce. Elle est sortie en jean et pull, les cheveux attachés, essayant d'avoir l'air décontracté, accessible. Je suis resté assis, je ne me suis pas levé, je ne l'ai pas reconnue jusqu'à ce qu'elle soit à mi-chemin de l'allée. C'est sympa ici, a-t-elle dit en regardant autour d'elle. Je ne savais pas que tu avais déménagé. Je ne pensais pas que tu avais besoin de le savoir. Elle s'est arrêtée à quelques mètres des marches de la terrasse. On peut parler juste 1 minute? Non, s'il te plaît. Je sais que ça s'est mal fini. Je sais que j'ai dit des choses que je n'aurais pas dû, mais j'ai réfléchi à tout ça et je veux juste crever l'abcès. J'ai pris une gorgée de mon café. Il n'y a pas d'abcès à crever. On est divorcés. C'est fini. Passe à autre chose. J'ai vu l'article, a-t-elle dit doucement. Sur la société de logiciels, sur le rachat. Et voilà. La véritable raison pour laquelle elle se tenait dans mon allée à 9 heures un dimanche matin. Tant mieux pour toi, ai-je dit. Tu ne m'as jamais dit que tu avais des parts dans un truc pareil. Tu n'as jamais demandé, et ça n'aurait rien changé au divorce de toute façon. La convention de portage a été établie avant notre mariage. Ton avocat s'est assuré que tu signes une renonciation à toute réclamation sur mes intérêts commerciaux antérieurs. Tu te souviens. Son visage a blêmi. Elle s'en souvenait. C'était juste de la paperasse standard. Il a dit que ça ne comptait pas. Ça comptait. Elle a fait un pas de plus. Écoute, je sais que je t'ai blessé. Je sais que j'ai été dur, mais on a été ensemble pendant 7 ans. Ça doit bien compter pour quelque chose. Ça comptait. Au passé. Puis tu m'as dit que je m'aurais fauché et oublié. Drôle comme les choses tournent. J'étais en colère. Je ne le pensais pas, si, tu le pensais. Elle a ouvert la bouche, l'a refermée, a essayé à nouveau. Qu'est-ce que tu veux que je dise? Que j'avais tort? D'accord. J'avais tort. Tu t'en sors visiblement bien. Je suis heureuse pour toi. Est-ce qu'on peut juste passer à autre chose? Je me suis levé, j'ai posé ma tasse de café sur la rambarde de la terrasse, je l'ai regardé droit dans les yeux pour la première fois depuis son arrivée. Tu dois partir. Ne reviens pas. N'appelle pas.
N'envoie pas de message par ta sœur ou tes amis ou qui que ce soit d'autre. Nous n'avons rien à nous dire, jamais. Tu ne peux pas sérieusement être aussi froid. Je peux et je le suis. Au revoir. Je suis rentré dans ma maison et j'ai fermé la porte, j'ai verrouillé, j'ai regardé par la fenêtre alors qu'elle restait là encore une minute, essayant clairement de décider si elle devait frapper. Elle ne l'a pas fait. Finalement, elle est remontée dans sa voiture et est partie. Mon téléphone a vibré. Texto d'Élodie. Elle pose des questions sur toi. Elle dit qu'elle veut s'excuser. Je lui ai dit de te laisser tranquille. Je voulais juste que tu saches. J'ai répondu, merci. Un autre texto, cette fois d'un avocat que je ne connaissais pas. En-tête professionnelle dans la signature, représentant Céline concernant de potentielles erreurs dans le règlement du divorce. Merci de contacter notre bureau pour discuter. Je l'ai transféré à Claire. Elle m'a appelé 5 minutes plus tard en riant. Ils n'ont aucun dossier. Rien. Je vais leur envoyer une réponse qui va clore ça définitivement. Fais-le, ai-je dit. Et c'était tout. Le désespoir commençait. La réalisation s'installait. Elle s'était éloignée de quelque chose de précieux parce qu'elle était trop occupée à être cruelle pour voir ce qui comptait vraiment. Je ne me sentais pas victorieux. Je me sentais juste libéré. 6 mois après que Claire eut repoussé la tentative de l'avocat, ma vie s'était installée dans quelque chose que je ne m'attendais jamais à avoir. La plénitude. Le fonds de bourse d'études prospérait. 10 étudiants maintenant, pas juste 5. Lucas avait convaincu 2 autres entrepreneurs de la tech de contribuer. On faisait une vraie différence. J'avais pris un rôle de consultant senior chez Landry Systems. Le travail était stimulant et avait du sens. J'aidais à concevoir des systèmes qui résolvaient vraiment des problèmes. Et je le faisais depuis mon bureau à la maison, selon mon propre emploi du temps, pour une rémunération qui semblait juste. Ma maison était devenue un foyer. J'avais fini les travaux, planté un jardin, construit une terrasse dans le jardin arrière. Des petites choses qui rendaient l'espace mien. Je ne pensais plus à mon ex-femme. Pas avec colère, pas avec amertume. Elle était devenue juste une autre personne que j'avais connue. Quelqu'un qui avait fait ses choix et devait vivre avec. Un mardi matin, j'étais dans un café que j'avais commencé à fréquenter. Un endroit calme, bon Wi-Fi, meilleur café que celui que je pouvais faire à la maison. Je révisais du code sur mon ordinateur portable quand la porte s'est ouverte et qu'elle est entrée. Elle m'a vu immédiatement, s'est figée pendant une demi-seconde. Je pouvais voir le calcul se faire derrière ses yeux. Devait-elle partir? Devait-elle approcher? Devait-elle faire semblant de ne pas m'avoir vu? J'ai pris la décision pour elle. J'ai hoché la tête. Juste une simple reconnaissance, le genre de geste poli qu'on accorderait à n'importe quelle connaissance. Puis je suis retourné à mon ordinateur. Elle est restée là un autre moment. Puis elle s'est retournée et est sortie sans rien commander. À travers la vitrine, je l'ai vue s'asseoir dans sa voiture pendant une minute avant de démarrer. Elle avait l'air fatiguée, vieillie, comme si le poids de ses choix l'avait finalement rattrapée. Je n'ai rien ressenti. Pas de satisfaction, pas de vindicte, juste la vague conscience que ce chapitre était complètement clos. Mon téléphone a vibré. Texto de Lucas. Opportunité de nouveaux projets. Intéressé pour construire quelque chose à partir de zéro à nouveau. Pas de pression. Je voulais juste demander. J'ai souri et j'ai répondu, dis-m'en plus. Parce que c'était ça ma vie maintenant. Le mouvement vers l'avant. De nouvelles opportunités. Aider des étudiants à réaliser des rêves qu'ils croyaient impossibles. Travailler sur des projets qui comptaient. Vivre dans une maison que je possédais, conduire un 4x4 que j'aimais, passer du temps sur des choses qui m'apportaient la paix. Je n'étais pas mort fauché et oublié. J'étais vivant, financièrement en sécurité, et je construisais quelque chose de significatif. Les gens qui comptaient connaissaient mon nom. Les étudiants que j'avais aidés se souviendraient de ce qui avait été fait pour eux. Lucas ne m'avait jamais oublié, même quand je m'étais oublié moi-même. Ce soir-là, je me suis assis sur ma terrasse arrière en regardant le coucher du soleil. Mon téléphone a sonné. C'était Yanis, le premier boursier, appelant pour me dire qu'il venait d'accepter un stage dans une grande entreprise de technologie. Il parlait vite, excité, reconnaissant, disait qu'il allait renvoyer l'ascenseur un jour, aider d'autres gamins comme il avait été aidé.
Je lui ai dit que je le croyais, parce que c'était vrai. Après avoir raccroché, je suis resté dehors un moment de plus. L'air était frais, le ciel était clair. Quelque part à l'autre bout de la ville, mon ex-femme était probablement encore en train de digérer ce qu'elle avait perdu. Encore à essayer de comprendre comment vivre avec ses erreurs. Mais ce n'était plus mon problème. Elle avait fait son choix quand elle m'avait dit que je mourrais fauché et oublié. Elle avait eu tort sur les 2 tableaux, et c'était suffisant. J'ai fini mon verre d'eau, je me suis levé et je suis rentré. Demain, je parlerai à Lucas de ce nouveau projet. Ce week-end, je rencontrerai le coordinateur de la fondation pour étendre le programme de bourse. Le mois prochain, je visiterai l'une des écoles où nos étudiants étaient inscrits. J'avais des projets, un but, la paix, et honnêtement, je ne pouvais rien demander de plus que ça.